Bienvenue au podcast Le Temps d'arrêt. Bonjour à tous, bienvenue au 35e épisode du Temps d'arrêt. Avec les séries éliminatoires de la NBA qui commencent, on avait d'autres choix que de faire un épisode spécial avec mes collaborateurs basket, Alexandre Mercier et Julien Marcotte. Les gars, ça va bien? Ça va, merci. Merci, toi aussi. Pour nos auditeurs sur YouTube, vous verrez que Julien n'est pas, n'est pas là physiquement, mais on va l'entendre. Vous ne le verrez pas, mais on va entendre toutefois sa belle voix quand même. On va commencer avec, avant de parler des équipes qui sont en série, aujourd'hui, samedi 16 avril, viennent de terminer le tournoi avant le vrai tournoi, là, le play-in, avec les équipes 7 à 10 qui se disputaient les deux dernières places des séries éliminatoires. Juste rapidement, mentionner si vous avez aimé ce concept qui était mis en place pour la deuxième année de suite. On sait que certains joueurs n'ont pas apprécié, il y en a d'autres qui ont aimé le concept. Vous, de votre côté, est-ce que c'est quelque chose que vous achetez, là? Alexandre, pour commencer? Oui, moi, je trouve que c'est excellent, surtout pour le show. Ça fait quelques parties qui valent beaucoup. Peut-être pour un joueur, ça peut être frustrant de vouloir battre encore plus sa place, mais pour plus de games de basketball, je suis toujours partant. Julien, de ton côté? Moi aussi, je trouve ça très, très cool. Puis, tu sais, c'est des one and done. Donc, c'est Exact. une game, il peut tout arriver. Puis, cette année, on a pu voir que dans les deux cas, la 8e équipe, qui normalement aurait fait les séries, ben là, elle a été éliminée dans les deux cas. Donc, c'est Exact. cool. Ça donne un enjeu jusqu'à la fin de la saison pour les équipes pour se battre pour avoir la 10e place. Donc, et ça donne un sentiment aussi de justice. On a parlé tu as parlé des deux équipes en 8e position, les Cavaliers dans l'Est, les Clippers dans l'Ouest. Ben, ces deux équipes-là ont perdu leur premier match, mais ils avaient quand même une chance de se racheter, ils n'ont pas pu le faire. Donc, en bout de ligne, c'est quand même c'est juste pour tout le monde. Puis les équipes, en l'occurrence, Atlanta en 9e position, et les Pelicans aussi en 9e, ben, ils arrivent avec du momentum. Donc, ça ajoute une petite dose intéressante. Pour le concept de l'émission, cette année, on va faire un petit peu différent de notre couverture de l'année passée. On va y aller équipe par équipe et on va vraiment analyser qu'est-ce qui pourrait faire en sorte qu'une équipe passe au tour suivant et se rende plus loin pardon, dans les séries éliminatoires et qu'est-ce qui pourrait faire en sorte qu'ils perdent au premier tour. Donc, pour certaines équipes, ben, c'est sûr qu'il va y avoir plus de chances d'aller plus loin, mais chaque équipe a quand même une chance de passer au tour suivant. Donc, de cette manière-là, on va vraiment couvrir de tous les angles les forces et faiblesses de chaque équipe. Commençons dans la division Est. On a un tableau qui est très intéressant. Le portrait a vraiment changé depuis notre épisode en début d'année. Là, certaines équipes qu'on n'attendait pas, par exemple les Raptors, ont réussi à se faufiler en série. Donc, c'est des très, très bonnes nouvelles pour les partisans de basketball canadiens. Donc, la première confrontation est celle du Heat de Miami qui a terminé premier contre les Hawks d'Atlanta qui arrivent avec du momentum, donc 2 victoires de suite. Alexandre, de ton côté, qu'est-ce qui ferait en sorte que le Heat pourrait se rendre au tour suivant et aller loin? Là? Quelles sont leurs principales forces? Ben, écoute, c'est une équipe complète et profonde. Donc, leur starting five avec Butler, Adebayo, Ouais. c'est tout un affrontement à chaque soirée qui joue contre une équipe avec un excellent coach qui est Eric Spoelstra. En termes de profondeur, ils ont probablement le Sixth Man of the Year, qui est Tyler Hero. Donc, été relégué comme un non partant, mais je trouve que leur équipe est beaucoup plus complète, a su profiter d'une bonne séquence en début d'année. Ils ont eu une petite période rough le mois passé. Ils ont perdu contre des grosses équipes quand même, donc les 76ers, Golden State, Nets, mais ils ont bien fini l'année. Donc, moi, je pense que c'est une équipe qui va quand même continuer, surtout contre Atlanta. Une grosse équipe qui est offensive, mais défensivement, en arrache un peu. Donc, je pense que Miami n'aura pas de problème de passer au tour. L'arrivée d'un PJ Tucker qui a été extraordinaire l'année passée avec Milwaukee peut vraiment changer cette défensive-là. Oui, il y a eu des lacunes, mais comme tu as dit, la profondeur du Heat est probablement la plus impressionnante des 16 équipes qui sont en place en séries éliminatoires. Donc, c'est vraiment une équipe qui est très équilibrée,
très forts dans chacune des positions. Ce n'est vraiment pas le cas de chaque équipe. Certains ont des joueurs vedettes, ont des lacunes à d'autres positions. Le Heat est fort partout. Une petite lacune, oui, effectivement, il n'y a pas grand chance qu'ils perdent contre les Hawks en première ronde. Une équipe qui fait quand même beaucoup, beaucoup de revirements, là. Donc ça, il faudra faire attention si on veut aller au tour suivant. Avais-tu autre chose? Adebayo, je l'ai juste mentionné, lui-même, il se voit comme Defensive Player of the Year, ce qui est très valable. Il y a des bons arguments pour ça. Mais l'autre affaire, c'est qu'hier, pendant la game des Hawks, ils ont perdu Capella. Gros joueur quand même. On verra aujourd'hui, il va avoir un MRI pour voir si sa blessure au genou est pire que celle-là. Mais sinon, Trae Young, encore là, il est brillant à l'offensive. Je pense que dans 50% des points, il y avait son nom dessus. Trae Young est définitivement les gros points positifs pour les Hawks. Puis s'ils ont une chance de passer, ça tourne autour de lui. Là. Ça a été le meilleur pointeur de la NBA cette année. Donc, c'est quand même très impressionnant. Dans les 2 matchs du play-in, il a été dominant. C'est un petit peu mince. Tu as parlé de Clint Capella. On avait déjà Lou Williams, de John Collins de blessés. On commence à manquer d'aide autour de Trae Young et ça risque de faire la différence. Là. Je crois que oui, c'est un excellent point. Puis c'est pour ça que Miami Heat ne devrait pas avoir de problème à passer à travers ça. À moins que Trae Young fait juste outscore l'adversaire, mais on verra. Mais ça devrait être du bon basketball. Absolument. Mais je devrais quand même Miami. Dans la deuxième confrontation dans l'Est, mais là, c'est quelque chose de vraiment, vraiment intéressant. On s'attendait à voir les Nets de Brooklyn beaucoup plus haut au classement. On a eu des blessures. On a joué avec un alignement qui a rarement été complet. Ils ont terminé en 7e position. Ils affrontent les Celtics de Boston. Boston a eu l'avantage 3-1 durant l'année. Julien, de ton côté, quels sont les éléments les plus positifs du côté des Celtics? Là? Les Celtics, ça a été la meilleure équipe défensivement qui allouait seulement 104 points durant la saison. Donc, juste là, c'est super. Ils sont menés par Jason Tatum qui averageait 27 points, 4 passes et 8 rebonds par match. Puis, gros duo avec Jaylen Brown aussi. Là. Exactement, avec Jaylen Brown. Puis tu as aussi Marcus Smart qui a la présence défensive vraiment importante. Là. Donc, vraiment, ils ont des bons éléments pour se rendre loin en série. Mais malheureusement, ils se ramassent contre les Nets, qui sont une excellente équipe. Et aussi la blessure de Williams au centre. Ouais, c'était mon point aussi. Là. Robert Williams est excellent, surtout en défensive et dans les rebonds. Donc, on n'a pas vraiment... Al Horford n'est plus ce qu'il était. Donc, c'est vraiment un élément très négatif pour les Celtics. S'ils veulent passer au tour suivant, on devra changer leur attaque, changer leur schéma défensif parce que Robert Williams, c'est une pièce maîtresse là, dans tout ça. Là. Exactement. Al Horford à 35 ans, il commence à se faire vieux aussi. Là. Du côté des Nets de Brooklyn, bien, on a l'élément motivateur d'avoir Kyrie contre les Celtics, puis je pense que ça peut jouer pour beaucoup. Là. Un Kyrie très reposé, je dirais même. Ouais. Donc, un Kyrie reposé, on a vu durant la game contre les Cavaliers qu'il était prêt à jouer. Il a connu une excellente partie. On a aussi KD qui est sûrement la meilleure arme offensive dans la ligue. Là. Il peut tout faire sur le terrain. Ouais. C'est vraiment un excellent joueur. Par contre, défensivement, 18e équipe dans la ligue. C'est pas fou, là. Puis ils n'ont pas une super profondeur non plus, surtout au centre, que c'est pas impressionnant. Là. On a un banc qui est vieillissant hein, avec les LaMarcus Aldridge, Blake Griffin. On a subi des blessures clés aussi. Là. Est-ce que Ben Simmons va jouer? On a fait l'acquisition, on a échangé James Harden contre un joueur qui ne peut pas nous aider en ce moment. Donc, ça pourrait faire mal en bout de ligne. Ouais. On a des lacunes au niveau des 3 points, surtout avec la blessure de Joe Harris. Fait que c'est des éléments importants. Là. Kyrie Irving, il est capable de transporter l'équipe, mais à part lui et peut-être KD de temps en temps, il n'y a pas grand monde pour tirer les 3 points du côté de Brooklyn. Là. Non, vraiment pas. Puis il joue contre la meilleure équipe défensivement. Donc, j'ai bien hâte de voir. Les Nets, c'est souvent « Hey, ça va être un festival offensif. » Mais là, j'ai hâte de voir en série à quel point ça va être bon comme stratégie. Là. Ça a été difficile contre les Cavaliers dans le play-in. Donc, oui, le Brooklyn sur papier est une très, très grosse équipe, mais ça pourrait être compliqué contre les Celtics.
Troisième affrontement dans l'Est, ben, ce sont les champions en titre. Hein, je pense que Alexandre est content d'arborer leur couleur. Là, les Bucks de Milwaukee qui ont terminé en troisième position contre les Bulls de Chicago. Ça a été un festin offensif pour les Bucks contre les Bulls cette année. Donc, ils ont eu l'avantage dans les 4 matchs. Les Bulls ont très, très bien commencé, mais depuis la pause du match des étoiles, c'est pas loin d'être catastrophique. Du côté des Bucks, qu'est-ce qui retient le plus ton attention au niveau des points positifs, Alexandre? Ben, ça va être le trio Giannis, Middleton puis Drew Holiday. Giannis encore, je ne sais pas combien d'années de suite qui est rendu dans la liste des MVP à chaque année. C'est un canon offensif, Greek Freak qu'on appelle. Vraiment, c'est hallucinant comment il peut se créer des jeux, surtout armé avec un gars comme Chris Middleton qui peut le feeder. C'est un duo quasi imbattable que tous les équipes sont jaloux qu'ils n'ont pas. Puis Drew Holiday, malgré le fait qu'il n'est pas dans la liste des Defensive Players of the Year, est constamment nommé comme le pire joueur à être affronté par un ennemi. Ouais, très difficile à affronter. Je pense que c'est le joueur que tout le monde ne veut pas affronter en défense. C'est un maestro de l'élément défensif. Donc, ces 3 joueurs-là font vraiment l'équipe. Moi, je ne vois pas de problème pour Milwaukee, comme tu as dit. Cette année, les Chicago Bulls qui ont commencé en force n'ont pas été capables de prendre le dessus sur Milwaukee. Donc, je ne verrais pas quelque chose. Du côté des Bucks, je pense que on peut dire, sans trop se tromper, que autant le trio offensif va être capable de produire, ben, on va pouvoir se rendre aussi loin que possible. On a fait des acquisitions intéressantes là, avec Serge Ibaka. On a de l'expérience en termes de profondeur avec des Bobby Portis qui peut arriver dans un match et avoir un effet très positif. George Hill, Grayson Allen. Donc, une équipe excellente au niveau des 3 points, excellente au niveau des rebonds. Seul petit bémol, on a un petit peu de difficulté au niveau des lancers francs, des free throws. Donc, on est dans le dernier tiers de la ligue à ce niveau-là, mais c'est vraiment la seule chose. Puis du côté des Bulls, bien, je pense que le positif, bien, c'est d'avoir deux gros joueurs en Zach LaVine et DeRozan. Par contre, le point positif de DeMar DeRozan peut en être un négatif en jouant en série. On sait que DeRozan en série, ça n'a jamais été très, très évident pour lui. Là. Donc, à part pour, comme tu as dit, un canon de début de saison, moi, je trouve que c'est l'équipe qui n'a pas vraiment d'affaires. Numéro 6, c'est correct, mais je ne vois pas les Bulls battre aucune des top 4. Ouais. C'est une équipe que, malgré les gros noms comme Vucevic, Caruso, puis DeMar DeRozan, puis comme tu as dit, Zach LaVine, c'est pas une équipe qui a su, contre les gros affrontements, comme les 76ers, Nets, Miami, ont toujours pas été capables de battre les grosses équipes. Donc, moi, je trouve que les autres les Bucks ne devraient pas avoir de problème de passer au deuxième. On a énormément de lacunes au niveau des point guards. Avec la blessure de Lonzo Ball, ça effectue ça effectue un trou béant au niveau de la position de point guard. On a Kobe White qui n'est pas à 100%, qui pourrait le remplacer, mais on a vraiment un gros manque de profondeur à cet effet-là. Donc, ça va être très, très difficile pour eux d'imposer un rythme sans point guard. Là. Absolument. Puis, je trouve que sans ce remplissage de trous, ils ne pourront pas aller loin, surtout contre les Bucks. Ça pourrait être terminé très rapidement. Et finalement, le dernier affrontement dans l'Est, probablement l'affrontement qui va le plus intéresser les gens, mais c'est la position numéro 4, les 76ers de Philadelphie, contre la position 5, les Raptors de Toronto. Donc, c'est une reprise du quart de finale de l'année où les Raptors sont allés jusqu'au bout pour gagner le championnat. Ça va terminer en 7 sur le fameux buzzer beater de Kawhi Leonard. Ça va être extraordinaire. Mais ça risque d'être une autre très, très bonne série. Julien, du côté de Philadelphie, qu'est-ce qui retient le plus ton attention ils ont positif? Probablement le deuxième
à mes yeux. Là. Lui qui va finir deuxième au vote du MVP, Joel Embiid, qui a connu une saison extraordinaire. Qui peut 30 points en moyenne, plus que 10 rebonds aussi, c'est fantastique. Oui, c'est une saison MVP, mais malheureusement, il y a un autre joueur qui, à mes yeux, a une meilleure saison. Ils ont James Harden, qui, à mes yeux, peut être un point positif ou négatif, dépendamment de quel Harden on va avoir. On a vu historiquement James Harden en série, lorsqu'il voulait prendre les choses en main, on a pensé à son séjour avec le Rocket, il était dominant. Oui, exactement. Puis là, c'est plus lui l'option numéro 1, là, c'est Joel Embiid. Donc, j'ai hâte de voir comment il va s'ajuster à ce rôle-là parce qu'il n'a pas connu une super fin de saison, je trouve, avec les 76ers, mais c'est James Harden. Il peut nous surprendre. Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que le parcours des 76ers va s'arrêter au premier tour? Personnellement, Doc Rivers, j'ai de la misère avec ce coach-là. Il y a même Paul George qui l'avait critiqué sur ses ajustements non existants durant leur série l'année dernière. Donc, je pense que là, Nick Nurse pourrait avoir le dessus sur le coaching staff des 76ers. Et autant on pourrait rajouter Tobias Harris à l'équation. Autant on a 3 joueurs explosifs. Si on compare avec les Bucks, on a un trio de tête qui est formidable. Mais la différence des Sixers aux Bucks de Milwaukee, c'est leur manque de profondeur. Là. On a des joueurs de position réservistes qui sont corrects, mais on n'a pas un banc qui est très performant. Puis on peut simplement le voir avec la moyenne de points par match des remplaçants. Ça fait dur du côté de Philadelphie. Là. Il va leur manquer un joueur important, Thybulle, à cause du vaccin, qui ne pourra pas jouer au Canada. Et c'est un joueur important défensivement pour les 76ers qui va leur manquer. Là. Problème aussi au niveau des rebonds, là, à part Joel Embiid, on a des attaquants qui ont de la difficulté à s'imposer au niveau physique. Donc, justement, contre les Raptors, qui sont une des meilleures équipes dans la ligue au niveau des rebonds et de l'expérience, ça pourrait être compliqué pour les Sixers. Du côté de Toronto, qu'est-ce qui retient le plus ton attention, Julien? À mes yeux, Nick Nurse, excellent coach. À chaque année, il est capable de monter le niveau de compétitivité de cette équipe-là. On a 5 joueurs qui peuvent apporter de l'offensive. Siakam, Fred VanVleet, Scottie Barnes, OG et Trent Jr. Donc, ton attaque peut venir de 5 joueurs différents. Ça devient dur. On a un bel équilibre aussi. Là. On a personne qui va faire une moyenne de 30 points par match. Mais les 5 gars que tu viens de nommer sont capables d'avoir 20 points par match facilement. Donc, ça peut venir d'un petit peu partout à Toronto. Là. C'est ça qui est intéressant. Oui, vraiment. Mais en même temps, ça peut être aussi un défaut. Là. Des fois, ça aide d'avoir une grande vedette qui est capable de monter le niveau de jeu de tout le monde. Donc, ça va être intéressant. Puis, c'est aussi c'est la 8e équipe la plus jeune de la Ligue. Donc, j'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler durant les playoffs. Contrairement à leur beau parcours d'il y a quelques années, on n'a pas de la profondeur qu'on avait non plus. Là. Non, particulièrement à la position de centre. Oui, on a Precious Achiuwa, mais souvent, on a commencé les matchs sans vrai joueur de centre. On a vu Pascal Siakam jouer là de temps en temps. Ce n'est pas sa position naturelle. Non. Après ça, on a Cambridge, Chris Boucher. Ce sont des 3 bons joueurs réservistes, mais il manque ce bon centre dominant et il manque un petit peu de profondeur, surtout à la position de garde. Oui, exactement. Il manquerait un starter centre établi pour vraiment amener cette équipe-là loin en série. Comme tu dis, pour les partisans des Raptors, cette belle saison de 48 victoires, 34 défaites, c'est peut-être un bonus. Là, on ne s'attendait peut-être pas à d'aussi belles choses cette année. Donc, on est en processus de rebuild. Là. Ça se fait de très belle manière à Toronto. Donc, je pense que ça a été une bonne chose aussi que Masai Ujiri n'ait pas donné le gros prix pour aller chercher un joueur qui va pouvoir les aider uniquement dans les médias. Donc, très belle gestion du côté des Raptors. On passe à la division Ouest. Donc, on a le premier affrontement, Julien, entre les Suns de Phoenix, qui a été encore une fois peut-être la meilleure équipe de la Ligue là, pour une deuxième année de suite. Ils sont impressionnants à avoir joué. Contre les Pelicans de Nouvelle-Orléans, qui ont gagné leurs 2 matchs de play-in. Donc, ils arrivent avec du momentum, mais particulièrement du niveau des Suns, là, qu'est-ce qui est le plus positif? Il y a beaucoup de positifs, très, très peu de négatifs. Là.
Ouais, mais j'ai eu de la misère à trouver du négatif pour être bien sincère avec toi. Là, Avec 64 victoires, 18 défaites, c'est normal. Là. Ah ouais, c'était dur à trouver. Ben, crime. T'as Devin Booker qui a average 27 points cette année. T'as CP3 qui a eu 11 passes, 14 points d'average cette année. T'as DeAndre Ayton, Michael Bridges. T'as tellement Un une 5 partants formidable. Là. part et t'as une belle profondeur aussi Oui. avec Payne Crowder, McGee et Cameron Johnson aussi. exactement, ouais. Fait que vraiment, là, genre, ils ont 5e attaque, 8e défensive dans la ligue. Il n'y a pas grand-chose de négatif, comme tu dis, avec une saison extraordinaire comme ça. Là. Cette équipe-là se doit de se rendre en finale. Là. Je pense que le concept d'équipe a énormément été acheté du côté des Suns. On a des joueurs comme Landry Shamet, Alfred Payton, Cameron Payne qui ont joué comme partants dans leurs anciennes équipes. Là, ils arrivent là, ils savent qu'ils n'auront pas le plus gros rôle, mais on achète les quelques minutes qu'on nous donne. On performe le plus possible durant ces opportunités-là. Peut-être la seule petite chose, là, les Suns ont eu un petit peu de difficulté à instaurer des lancers de 3 points constants. On est dans le dernier tiers de la ligue à cet effet-là, mais en contrepartie, on ne tire pas énormément de la ligne de 3 points. Donc, ceci explique cela, mais il va peut-être falloir passer un petit peu plus le ballon à Devin Booker en séries éliminatoires si on veut faire mal à notre adversaire. Du côté des Pelicans, on a parlé trio tantôt, ben là, c'est vrai aussi, là, c'est le trio de Valanciunas, CJ McCollum puis Brandon Ingram. Oui, alors, Brandon Ingram, c'est tout un joueur. Vraiment, là, l'offensive passe à travers lui, puis il est épaulé par CJ McCollum, qui a été l'éternel numéro 2 à Portland. Belle acquisition. Qui connaît une saison extraordinaire. Mais bon, ça s'arrête pas mal là. C'est ça qui est plate là-bas. Si on avait eu un Zion Williamson en santé, peut-être que ça aurait pu changer la donne. Mais il n'y a rien du tout après ces 3 joueurs-là. Là. Exactement. S'il veut se rendre loin en série, à mes yeux, ça prend un Zion qui arrive, qui a perdu 100 livres et qui est prêt à jouer au basketball de playoff. Là. On s'entend que ça n'arrivera pas. Non. Donc, ça va être extrêmement difficile pour les Pelicans de passer le série. Ça va être expéditif, selon moi. Là. Alexandre, une des plus belles histoires, je pense, dans la NBA cette année, c'est le rendement des Grizzlies de Memphis qui ont été vraiment une équipe Cendrillon. Je pense qu'on peut dire oui, on s'attendait à des belles performances de leur part, mais ils ont vraiment épaté tout le monde. Pour en finir en deuxième position dans l'Ouest, ouais. Aussi avec une run de 17-2 sans John Moran. Oui. Comme tu dis, une histoire Cendrillon. L'équipe a su relever le challenge et profiter de belles séquences pour finir numéro 2 et affronter quand même une autre bonne équipe qui est Minnesota. Aussi une belle histoire que de cette année. Donc, cette année, on a eu on est choyé en termes de match-up. Donc, surtout Memphis contre Minnesota. Selon toi, au niveau juste de Memphis, tu as dit, oui, on connaît les qualités de Ja Morant. C'est un joueur extraordinaire, peut changer une partie à lui seul. Il n'était pas là. Les joueurs se sont vraiment ralliés. Tout le monde en a fait un petit peu plus. Qui a attiré ton attention durant les matchs où Ja n'était pas là? Surtout Steven Adams, je suis un gros fan. Le gars est capable d'aller chercher n'importe quel rebond, ça n'a pas d'allure. Aussi considéré comme un des gars les plus difficiles à déplacer, un des gars les plus forts dans la ligue. Mais encore, c'est plus une question de cohésion d'équipe. Ouais. Tout le monde a su relever le challenge. Donc, Jaren Jackson Jr. Excellent joueur défensif. Là. Exactement. Slayer Williams. C'est un effort collectif. Qui ont pu, encore là, se rendre jusqu'à numéro 2, ce qui n'était pas le cas l'année passée. Moi, chapeau pour Memphis. Finir 3e offensive rating et premier en défensive, c'est pas un petit exploit. Donc, c'est intéressant de noter que justement 2 des gars qui ont pris la charge pendant l'absence de Ja Morant, c'est 2 Canadiens, Dylan Brooks et Brandon Clark. Oui. Donc, deux joueurs qui ont été dominants durant l'absence de Ja. Donc, ça amène, avec le retour de Ja Morant, vraiment une très, très belle profondeur.
est-ce qu'il y a une petite ombre au tableau du côté des Grizzlies, selon toi, là, qui pourrait rendre la Pour tâche vrai, plus j'ai difficile? essayé d'en trouver. À moins qu'avec le retour de John Morant, on se fie trop sur lui et on revient à un genre de pattern où est-ce qu'on se partage un Ouais, peu moins la balle. c'est intéressant. C'est un petit peu, c'est juste de ce côté-là que j'ai pu trouver un genre d'inconvénient, mais sinon, c'est une équipe, selon moi, qui peut se rendre très loin en série. Puis quand même, probablement un de mes favoris avec les Suns aussi. On a eu beaucoup de difficultés au niveau des tirs de 3 points, mais c'était surtout en l'absence de Ja Morant. Donc là, son retour équilibre vraiment les choses. Avant de parler des Timberwolves, c'est intéressant quand même de noter que les deux équipes se sont partagées les duels cette année, là, 2 victoires de chaque côté. Donc, les Timberwolves arrivent avec aucun complexe d'infériorité. On sait qu'on peut battre les Grizzlies. On arrive de 2 grosses victoires durant le play-in. Qu'est-ce qui, à part Karl Anthony Towns, qui est une force de la nature, qu'est-ce qui retient ton attention au niveau des Il y a Wolves? 2 noms, Anthony Edwards et D'Angelo Russell. C'est vraiment Edwards, depuis qu'il est arrivé dans la ligue, c'est un canon offensif. Marche super bien avec Kat, s'entend super bien avec l'équipe. L'autre aussi, que la peste de la ligue, que tout le monde aime vraiment pas, mais Pat Beverly a su s'intégrer à cette équipe-là et faire ce qu'il fait de mieux, de faire la peste encore. Encore une autre équipe, cohésion d'équipe, où est-ce que Kat, un des meilleurs big man de la ligue, il l'a prouvé aussi pendant les Jeux des Étoiles. Les Wolves ont un système de jeu qui ressemble un petit peu à ce qu'on peut voir à l'université où on mise sur 3 gardes. Anthony Edwards, oui, peut jouer à la position de forward, mais c'est sensiblement un garde. Donc, ça montre la profondeur qu'on a avec Russell, avec Edwards, avec Beverly à la position de garde, mais c'est la position de forward est névralgique du côté des Timberwolves. On manque de joueurs de qualité à cette position-là. Puis en bout de ligne, ça va paraître. Là. C'est pas une équipe profonde, mais leur starting line-up, on a juste besoin d'un petit peu de support de la deuxième ligne pour en sortir de ce match-up-là. Mais encore là, je trouve que pour Memphis, ça ne devrait pas avoir un gros problème. Ils ont tellement bien joué en fin de saison, je crois qu'ils vont continuer sur ça, sur cette lancée-là pour en finir avec Minnesota. Et la perte d'un gars comme Taurean Prince, qui est un gros bonhomme offensif, pourrait faire mal, là, va peut-être manquer quelques matchs. Donc, ça rajoute encore à la difficulté au niveau des forwards pour les Timberwolves. Ouais. Julien, un autre bel affrontement, la position numéro 3, les Warriors contre la position numéro 6, les Nuggets de Denver. Étonnamment, ce sont les Nuggets qui ont eu l'avantage 3-1 au niveau des matchs joués cette saison. Mais du côté des Warriors, encore une fois, quelle saison de Steph Curry qui ne cesse de nous impressionner. Oui, malgré qu'il y a eu une cold streak après avoir battu le record de 3 points, Steph Curry reste le meilleur tireur de 3 points de l'histoire de la Ligue. Et les Warriors, c'est une bonne équipe défensive, 5e dans la Ligue. Ils ont Curry, qui est justement le meilleur tireur de 3 points. Thompson, que certains considèrent aussi comme un des meilleurs tireurs de 3 points. Le All-Star Andrew Wiggins. All-Star canadien, la fierté canadienne. La fierté canadienne avec son 17 points. Est-ce que c'est des statistiques de All-Star? Pas vraiment, mais bon, il était là pareil. Mais bon, c'est une bonne présence défensive aussi. Tu as le jeune Paul avec ses 19 Jordan points. Poole, quelle saison d'éclosion dans son cas, là. Oui, vraiment. Sauf que je trouve qu'après Curry, Thompson, Poole et Wiggins, l'attaque est inexistante là, pour les Warriors. Mais on a un starting five qui est excellent, mais comme tu dis, par après, ça devient très compliqué de trouver des joueurs sur le banc qui peuvent faire le travail. Surtout aussi, on voit une énorme lacune, là, un petit peu la même chose au niveau des Raptors. Mais la perte de James Wiseman à la position de centre fait en sorte qu'il n'y a personne qui peut faire le travail dans cette équipe-là, à cette position-là. On n'a aucun centre partant qui peut faire le travail. Là. Non, exactement. C'est une très grosse perte. Donc, les Warriors, pour se rendre loin, il va falloir avoir un Curry et un Thompson en forme puis jouer du solide jeu défensif en même temps. C'est une équipe championne depuis
qui a été championne longtemps, puis Ouais. Steve Kerr qui connaît son équipe, ses joueurs, ils peuvent se rendre loin en série. On sait qu'en série, instaurer un système où on est capable de rentrer des tirs de 3 points de manière fréquente peut vraiment nous donner un momentum intéressant. Tu as parlé de Curry, Poole. On a contrôlé les minutes de Klay Thompson cette année, mais je pense qu'on va lui laisser vraiment plus de temps. Donc, je pense qu'on va être très, très dangereux à ce niveau-là. Au premier tour, ça pourrait passer, mais en bout de ligne, ça risque d'être difficile pour eux dû à ce manque de profondeur-là. Du côté des Nuggets, ben c'est un nom, là, c'est le joueur le plus probablement le plus dominant de la NBA depuis 2-3 saisons, là, Nikola Jokic, qui pourrait faire en sorte que les Nuggets gagnent cette série à lui seul. Oui, bien c'est ça. À mes yeux, c'est lui le MVP cette année. Il a eu le premier joueur à avoir 2000 points, 1000 rebonds et 500 assists dans une saison. Donc, juste pour ça, à mes yeux, il mérite le MVP. Et il y a tellement eu de blessures dans cette équipe-là, des joueurs clés qui ont été blessés, qui n'ont pas joué de la saison. Le Canadien Jamal Murray, entre autres. Là. Exactement. Michael Porter Jr. Michael Porter. Qui a joué le début de saison, mais après ça, il s'est blessé, il a été out. Donc, l'attaque passait par Jokic. Il a réussi à garder cette équipe-là en série, malgré justement qu'il manquait des joueurs clés. Là. Puis on regarde la formation. Là. Oui, Murray et Porter sont blessés. Je pense que s'ils avaient été en santé, cette équipe-là aurait pu finir facilement dans les 4 premières. Jokic était épaulé de Jeff Green et Aaron Gordon, mais c'est la position de garde qui est très, très, très déficiente au niveau des Nuggets. Là, oui, on a Jamal Murray qui est blessé, mais on n'a pas vraiment de joueur de qualité qui peut être partant et avoir un effet sur une série. Là. Non, exactement. Donc, c'est pour ça que pour Denver, je suis inquiet pour eux en première ronde contre les Warriors. Ça va être vraiment dur. Puis depuis le mois de mars, ils ont juste 2 victoires contre des grosses équipes. Donc, contre les 76ers le 14 mars puis les Grizzlies le 7 avril. Sinon, ça a été contre des équipes de bas classement qui ont gagné. Puis contre les équipes plus fortes, ça a été plus dur. Donc, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Très belle analyse à ce niveau-là. La dernière série qu'on se penche pour analyser, bien, c'est une des séries qui va t'intéresser le plus, Alexandre. Puis, on a parlé dans les derniers jours à quel point les meilleures équipes reposaient leurs partants, puis à quel point les derniers matchs n'avaient pas la même signification. Au niveau des Mavericks, on va peut-être s'en vouloir très longtemps parce que lors du dernier match, leur joueur vedette, Luka Doncic, s'est blessé. Donc, autant ça peut être positif s'il est présent, que ça va définitivement être un effet négatif s'il manque quelques matchs. Ça va être très, très compliqué pour les Mavericks de gagner s'il n'est pas là. C'est un petit comparatif entre les Mavs avec ou sans Luka, c'est que l'équipe, c'est un play-in équipe. Donc, c'est pas une équipe de 4e position sans Luka. C'est le fun d'avoir des gars comme Jalen Brunson. Une grosse addition à Spencer Dinwiddie cette année pour remplacer Kristaps. Une fois que la gang est là, c'est une équipe formidable. Jason Kidd a fait un job immense de transformer l'équipe en un système défensif impeccable. C'est une équipe extrêmement disciplinée. Là. Probablement la meilleure de la Ligue à ce niveau-là. Là. Je pense qu'il avait fait une série de dizaines de matchs sans avoir alloué 100 points ou plus aux équipes. Donc, Jason Kidd a été super bon pour l'équipe. Là, Mav, on va attendre pour Luka, voir s'il va être capable de revenir la première ou la deuxième confrontation. Mais sans Luka, c'est pas une équipe qui va se rendre très loin. Même avec Luka, qui ne vont pas passer le premier tour, c'est ceux qui ont joué les Clippers les 2 dernières années, les grosses équipes avec Kawhi et PG. Mais cette année, sans Luka, surtout pour une équipe comme Utah Jazz, qu'on va parler sous peu, je ne les vois pas passer à la deuxième ronde. Ça va être compliqué. On manque un peu de joueurs d'impact après Luka Doncic. On a parlé de trio,
au sein de certaines équipes, des trios dominants, mais ce n'est pas le cas au niveau des Mavs, que oui, ont des joueurs de profondeur, tu les as nommés tout à l'heure, qui sont intéressants, ce ne sont pas des joueurs d'impact. Et autant Luka Doncic a été extraordinaire dans les séries éliminatoires où il a joué, s'il joue cette année, il ne sera pas à 100%, c'est évident. Donc, peut-être qu'on aurait dû reposer notre joueur vedette du côté des Mavericks au dernier match, un match qui ne voulait pas dire grand-chose. Donc, on risque de s'en vouloir. On affronte, comme tu as dit, un adversaire de taille, le Jazz de Utah, qui est une équipe qui est merveilleusement bien équilibrée, là. Oui, donc encore une bonne saison pour Utah. Un peu moins que les dernières années. Ça fait 6 ans de suite qu'ils se rendent dans les playoffs, pas de problème. Des gars comme Donovan Mitchell, une de ses années les plus efficaces en termes de points. Au terme de 3 points surtout, là. 3 points, absolument. C'est une machine. Selon les experts, c'est lui qui va faire en sorte que si le Jazz vont enfin se rendre passer le Conference Final cette année, ça va être lui. Ainsi, avec son collègue Rudy Gobert, encore Defensive Player of the Year à chaque année dans les pourparlers pour ça. Où est-ce que moi j'ai un problème avec le Utah Jazz? C'est le reste de l'équipe défensivement. C'est une équipe qui est capable de défendre selon ce que Rudy est capable de faire. Donc, tout ce qui est perimeter shots, tout ce qui est à l'extérieur de ce que Gobert peut aller chercher, les 3 points se font faciles contre eux. Donc, s'ils sont capables de trouver un système de couverture vraiment étalé sur le terrain, il ne devrait pas avoir de problème de Utah à passer à travers. C'est un très bon point que tu amènes. On a des joueurs qui, à part Rudy, qui peuvent être efficaces au niveau offensif, mais défensivement, des Jordan Clarkson, des Eric Pasquale, des Hassan Whiteside, ce sont des Rudy Gay, Bojan Bogdanovic, ce sont des gars qui ont la grandeur, qui ont la stature, mais qui ne sont pas très physiques. Là, on a de la difficulté justement à suivre un joueur. Ce ne sont pas les joueurs les plus rapides. Donc, on a de la misère à imposer notre rythme au niveau défensif et ça paraît. Aussi mentionné qu'un Mike Conley n'est plus aussi efficace qu'avant au niveau de la couverture défensive. Mais offensivement, c'est une équipe qui est extrêmement de profondeur. Mais c'est un point important que tu amènes de noter que défensivement, c'est une équipe qui est vulnérable, tout ce qui est aux alentours de Rudy Gobert. Donc, qui lui fait de l'excellent travail. Mais à part lui, il va falloir que certains joueurs en donnent plus. Puis cette année, ils prouvent encore que ça a été un peu moyen en termes de où est-ce qu'ils ont fini, donc 5e position. Donc, est-ce qu'ils vont être encore capables de passer la 2e tour? C'est dur à voir, surtout avec il y a eu une certaine confrontation dans les médias de Donovan et Rudy, mais on verra si c'est quelque chose de gros ou ils vont être capables de mettre ça de côté et avoir du succès. Je pense que dans l'Ouest, on a le potentiel d'avoir peut-être quelques surprises. On vient de parler de 16 équipes qui ont des qualités, qui ont certains défauts. Certaines, selon les commentaires qu'on vous a mentionnés, vous pourrez en deviner que certains ont plus de chances que d'autres de se rendre loin. J'aimerais avoir, en terminant, 2 équipes dans chacune des divisions qui, selon vous, ont le plus de chances de se rendre en finale de la NBA. Julien, pour toi, pour commencer, dans l'Est, 2 équipes qui retiennent ton attention. Les Bucks, les champions en titre, il faut leur donner ça, point de vue respect pour eux. Puis, je dirais les 76ers. Okay. Joel Embiid a quand même une saison de MVP. Puis James Harden, plus l'option numéro 1 derrière Embiid. Je pense qu'ils peuvent vraiment se rendre. Intéressant. Ça va dépendre de Doc Rivers. Je veux juste dire. Alexandre, de ton côté, les 2 équipes dans l'Est qui... moi, ça sera encore, comme Julien, les Bucks. Grosse équipe offensive. Ils sont capables de dealer avec la défense, pas de problème. Puis j'aimerais ça voir les Celtics aller loin. Okay. Surtout battre leur ancien collègue qui est Kyrie Irving, ça serait quelque chose. Donc, une de ces 2 équipes-là qui sont à la fin, je vais être très content. De mon côté, je pense que les Bucks ont d'excellentes chances aussi de se rendre en finale. Mais je diffère de vous pour la 2e équipe. Je vais y aller du côté du Heat de Miami justement à cause de cette profondeur extraordinaire. Dans l'Ouest, Julien, les 2 équipes que
tu penses qu'ils ont le plus de chances de se rendre en finale? Les Suns, c'est sûr. Ouais. Et la deuxième équipe, j'irais avec les Grizzlies OK, intéressant. pour mener leur belle saison. Émergence de Ja en série, ça serait beau à voir aussi. Alexandre, de ton côté? Les Suns, n'importe qui exclut les Suns de la finale. C'est quasiment un manque de respect. Ils ont tellement bien joué cette année, un excellent système. C'est quasi impossible qu'ils ne se rendent pas. Deuxième équipe, j'avais Memphis, mais j'ai hésité en Memphis, puis je donnerais quasiment à Jokic une chance cette année. Wow. De loin, je crois qu'il est capable de mettre l'équipe sur ses épaules. Wow. Un grand joueur. Ça serait une belle surprise au premier tour. De mon côté, encore une fois, le Suns, qui va être extrêmement difficile à battre. Et je place le Jazz qui, avec cet équilibre-là, avec cette profondeur-là, je pense qu'en séries éliminatoires, c'est très important d'avoir une belle profondeur. Puis moi, je pense que le Jazz pourrait avoir les dessus sur d'autres équipes dû à la présence de nombreux joueurs de qualité sur leur banc. Donc, potentiellement, selon nos commentaires, une reprise de la finale de l'année passée, ça pourrait être très, très possible. Mais je pense que dans tous les cas, on aimerait ça voir Chris Paul soulever le trophée et quitter la saison, peut-être quitter la NBA avec une bague finalement. Là, je pense que ça serait extrêmement mérité pour lui. Donc, dans tous les cas, les séries éliminatoires commencent aujourd'hui. On va avoir des séries de très, très grande qualité. On a une équipe canadienne qui est là. On a nos champions en titre qui sont là. On a des joueurs vedettes dans chaque équipe. Donc, on s'entend que le basket de la NBA, ce n'est pas le même basket que lors de la saison. Le pace est beaucoup, beaucoup plus rapide. Le jeu est plus excitant. Donc, c'est vraiment un délice télévisuel que de regarder les playoffs de la NBA. Donc, même si les gens ne sont pas vraiment habitués de regarder des matchs durant la saison, en séries éliminatoires, ça vaut la peine parce que c'est du très, très bon basket, là. Petit mot en finissant, Alex et Ju, sur justement vos attentes et votre niveau d'excitation pour les playoffs de 2022. Alex, pour commencer. Moi, je suis très content. Cette année, on a eu des records de 3 points, des moments excitants. Ça a été super comme année. Donc, comment bien finir ça avec les playoffs? Je suis sûr que ça va être, comme tu as dit, un délice télévisuel. Je vais en profiter à chaque partie. Donc, très hâte que ça commence. Donc, on va regarder ça attentivement. Julien, de ton côté. Ben oui, le March Madness qui vient de finir il n'y a pas si longtemps que ça. Puis là, on a du basketball des séries qui commencent. C'est merveilleux pour le basketball. Et comme Alexandre a dit, ça va être du gros basket. Du basket de série, c'est pas la même chose qu'en saison. Quand il y a un enjeu et tout, et chaque tir est important, chaque arrêt est important, c'est super là. Juste les 2 dernières minutes, des fois, des games qui peuvent durer 30-40 minutes. C'est un peu long, mais sinon, ça reste du basketball de qualité, le meilleur basketball au monde. Absolument. Puis on le voit avec les joueurs qui s'amènent dans la ligue, les jeunes joueurs. On pense à un Ben Mathurin. Le basket est en effervescence au Québec. Le basket est en progression. Donc, c'est intéressant de voir. Je pense que les gens s'y intéressent de plus en plus. Alex, Julien, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ce fut une superbe couverture. Je pense que les gens vont avoir un portrait éclairé de ce qui peut les attendre pour les séries. Puis, je souhaite des bonnes séries éliminatoires de la NBA à tout le monde. Et merci beaucoup d'avoir été là et à une prochaine. Au revoir. Merci, bye. Salut.